On fait le point, le podcast qui propose un regard complet sur la santé. Professeur Beniamina, bonjour. Bonjour François. Vous êtes psychiatre, addictologue, vous enseignez la psychiatrie à Paris-Saclay et vous avez été vice-président, je crois qu'on dit comme ça, de la commission qui étudiait l'impact des écrans sur les enfants. J'ai été coprésident avec Servan Mouton. C'est ça. Et vous étiez rencontrés à cette occasion-là d'ailleurs. Complètement. Mais aujourd'hui, je viens pour votre actualité, pour la sortie de ce livre Addiction, manuel de premier secours, aux éditions Marabout, où vous faites le tour effectivement des addictions avec substance et sans substance, on va en parler, qui concerne évidemment beaucoup de gens et qui inquiète beaucoup de gens. Alors vous dites d'ailleurs dans votre livre que la France est championne dans la consommation de toutes substances, toutes catégories confondues. Donc c'est vraiment un sujet d'ampleur ? C'est un vrai sujet en France. Évidemment, tout n'est pas noir, tout n'est pas catastrophique, mais on est un pays dans lequel on consomme un peu de tout. Aux États-Unis, par exemple, tout le monde connaît en Amérique du Nord la crise des opiacés. En France, on n'a pas une crise des opiacés, mais on surconsomme le tramadol, par exemple. On mésuse la buprenorphine et la méthadone, qui sont deux produits que l'on utilise pour traiter précisément l'addiction aux opiacés. On est des gros consommateurs de psychotropes, notamment les benzodiazépines. On est gros consommateurs d'alcool, tabac. Alors, les chiffres sont mieux. Chez les jeunes, on consomme moins de tabac, moins d'alcool qu'il y a quelques années. Mais on a des tendances nouvelles qui s'installent, notamment, par exemple, les psychostimulants. Il y a une nouvelle tendance que tout le monde connaît, puisque la presse en fait l'écho, c'est le détournement des capsules de protoxyde d'azote, qu'on appelle le gaz hilarant. Ouais. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, on se réveille avec un vrai problème de société, qui était un ami qui devient un faux ami, d'une certaine manière. Ce sont les écrans chez les jeunes. Donc voilà, en gros, si je pose pêle-mêle à la fois les substances et les comportements, source d'addiction. Ouais. Question de vocabulaire, c'est quoi la différence entre une addiction et une habitude ? Parce que boire du vin rouge à table, parfois pour un Français, ça n'a rien de choquant. C'est une habitude qui peut devenir une addiction. Alors c'est quoi la différence ? Alors la différence, c'est lorsque cette habitude occasionne des dégâts, de la souffrance, de la douleur, et que vous ne pouvez pas vous défaire malgré la connaissance de ses effets. C'est vraiment ça. Et lorsque vous perdez votre liberté de vous abstenir. Ouais. Alors, c'est vraiment une définition pour que tout le monde comprenne. Ensuite, on peut se repérer ou se référer à ce qu'on appelle les items des classifications internationales des maladies, OMS, ou bien l'Association des psychiatres américains, le DSM. Mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les cliniciens, puisque c'est essentiellement des critères qui permettent de parler de la même manière lorsqu'on est sur un cénacle académique où on met en place des projets de recherche. D'accord. Mais si on doit vraiment parler aux Français, c'est quand on est incapable de s'arrêter de consommer alors qu'on sait que c'est mauvais pour la santé. Et cette incapacité, elle s'explique par de nombreuses sources ou origines. Alors j'ai bien aimé l'angle que vous avez pris pour traiter le sujet dans votre livre, parce que vous démoralisez. Il n'y a pas de poids moral, de condamnation morale de l'addiction. Oui. Vous dites que l'addiction, c'est une maladie. Donc ce n'est pas un vice, ce n'est pas un mauvais comportement. Vous considérez que c'est une maladie. Alors je ne fais finalement que reprendre ce qui est ma conviction personnelle, mais qui le devient celle des Français. On a, avec une fondation, un fonds que je préside, Addicted, lancé un sondage avec un institut de sondage, Harris Interactive pour ne pas citer, et on a interrogé les Français sur la question des addictions. Vraiment des questions très larges. Les Français sont pour la grande majorité conscients qu'il s'agit d'une maladie et pas d'un vice. Et que dans le nuage de mots que l'on a publié suite à ce sondage, il y a des choses qui sont en lien direct avec ce que la science mesure. C'est-à-dire, c'est une addiction, c'est pas une maladie, c'est pas un vice, et que la problématique de l'alcool est une réalité, alors qu'en France, entre guillemets, le débat public est un débat qui est tronqué, notamment sous l'effet des lobbies de l'alcool, et que, par exemple, il y a des produits interdits qui sont moins dangereux que les produits qui sont licites, comme le tabac et l'alcool, versus le cannabis. Voilà. Il y a évidemment d'autres dégâts liés à la consommation. Donc les Français ont une vraie maturité. Moi, je ne fais que traduire ça dans ce bouquin qui leur est adressé, d'une certaine manière.
Alors ce bouquin offre au moins une perspective très optimiste, Oui, parce que d'une addiction, on peut en guérir, complètement. ce que vous dites. Et vous proposez dans ce livre une méthode en 6 points, et puis surtout des autodiagnostics C'est ça. pour arriver à connaître pour vous-même la sévérité, comme vous dites, de votre addiction, alors que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit ou les addictions sans substance, comme les jeux d'argent, le sexe ou les écrans. Et donc ça permet, la première étape, c'est de prendre Complètement. conscience, pour s'en sortir, de son degré d'addiction. C'est ça le process? Complètement. Alors ce bouquin, comme vous l'avez lu, c'est pas un bouquin pour guérir ou traiter. C'est le manuel de premier secours, c'est une manière d'accrocher un peu le chaland. C'est un livre qui permet finalement de donner les outils pour déclencher une motivation à la faveur d'une connaissance des choses. Et on a opté pour le process de motivation en 6 étapes. Et surtout, on l'a construit de la même façon pour l'ensemble des addictions qu'on a décrites, avec d'abord et avant tout, d'abord une citation, vous l'avez remarqué. Oui. On essaie de faire un peu de littérature. Une citation, un cas clinique, un rationnel scientifique pour faire le point sur l'état de l'art à ce jour, et puis des éléments de diagnostic ou d'évaluation et quelques pistes thérapeutiques. Il ne se substituera jamais à un soignant. Je ne dis pas un médecin, un soignant en général, mais il peut aider finalement à comprendre les choses et à aider les personnes à se motiver et notamment à sortir l'entourage parfois de l'ombre ou bien du brouillard dans lequel on est plongé quand il s'agit de questions d'addiction. Juste un point, tout à l'heure, vous avez mentionné le cannabis, et effectivement, vous en faites état dans votre livre. Vous êtes contre une législation qui soit punitive Oui. du cannabis, voire même vous seriez pour la légalisation du cannabis? Alors c'est vrai que c'est un terme, lorsqu'on l'énonce, on a le sentiment de rentrer dans un débat politique. Non, j'explique pourquoi le statut légal actuel du cannabis est contre-productif, parce que la France est un pays dans lequel on consomme beaucoup, et la cible, ce sont les jeunes, et c'est la cible de qui? Des trafiquants. En dehors de la violence que l'on voit, il y a aussi des produits qui sont proposés de très mauvaise qualité, au sens où ils peuvent être déclencheurs d'une consommation importante et addictive, et puis déclencheurs aussi de maladies psychiatriques, parce qu'on a quelques informations très précises, notamment sur le titrage, la qualité, tout ça. Mon idée, c'est pas, allez, allons-y, légalisons, c'est d'amener à réfléchir sur l'utilité d'une loi qui date de 1970 et qui met au même niveau des produits dont on connaît la dangerosité pour lesquels il faut mettre un cadre, et puis un produit qui est consommé par la grande majorité des Français, des Français dans cette tranche d'âge, qui ignorent finalement qu'il est interdit, et qui ignorent aussi les dégâts liés au fait d'aller l'acheter auprès du trafiquant du coin. Et donc, au fond, même si je suis un peu provocateur sur un chapitre que j'appelais pour la légalisation, j'appelle à une réflexion, une forme de convention nationale, peut-être, pourquoi pas, après avoir informé les Français, un référendum. Il y a des choses importantes. Et puis c'est un débat qui est mené partout dans le monde, sauf en France. C'est assez dommage. D'après vous, quelle est l'addiction la plus difficile à guérir? Alors, vous savez que comme vous avez lu mon livre, l'addiction, c'est la rencontre entre un produit, une personne, un environnement. C'est lorsque vous avez ces 3 éléments que ça devient difficile. Moi, j'ai des patients avec lesquels j'ai réussi à les faire sortir de la cocaïne, de l'héroïne, et j'ai eu beaucoup de difficultés, et je continue à en avoir, à les faire sortir du joint du soir. Alors que globalement, c'est plus compliqué pour les 2 premiers produits. J'ai des patients qui ont arrêté ce qu'on appelle des drogues dures, entre guillemets, qui ne veut rien dire, et qui ont du mal à se défaire du tabac. Ça peut s'expliquer. Alors, si on classe les produits par leur dangerosité, c'est le tabac. Le tabac, c'est un produit qui a une puissance addictive comparée à celle d'héroïne, mais qui tue 1000, 200 000, 20 fois, 1 million de fois plus que l'héroïne. Vous voyez, c'est quelle est la porte d'entrée et comment on le perçoit. Est-ce qu'on est tous égaux devant l'addiction? Est-ce qu'on a tous un risque de tomber un jour ou l'autre dans le jeu, l'alcool, le tabac? Alors, Ou pas? tous égaux, non, parce que comme je vous l'ai dit, la composante sociale, on a quand même des repères stricts. Le niveau socio-économique joue un rôle. Le niveau, vraiment, l'accès à l'information et aux soins joue un rôle. Ça, c'est important. Le fait d'avoir ou non une pathologie psychiatrique associée peut jouer aussi, ce qu'on appelle les comorbidités. Il y a aussi les traits de caractère, des profils de personnes qui sont plus sujettes à faire des expériences avec les drogues que d'autres.
Et puis, il y a les facteurs biologiques et ce qu'on appelle, non pas un gène de l'addicto ou de l'addiction, mais il y a des vulnérabilités génétiques qui peuvent expliquer certaines choses. Et puis, évidemment, il y a l'offre du produit. La France est un pays qui offre, par exemple, de manière extraordinaire, la possibilité de consommer de l'alcool, moins des drogues illégales. Voilà, donc, mis bout à bout, alors ça crée finalement ce petit culot du fond de personnes dépendantes. Mais il en faut des critères. Je les ai cités. Bien sûr. Alors tout ce dont on parle depuis le début, on voit toujours à des substances, l'alcool, les drogues, le tabac, mais vous parlez aussi des addictions sans substance. Oui. On pense aux jeux d'argent, au sexe, au sport, on en parlera, et aux écrans. Oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a une mécanique cérébrale qui nous favorise, qui nous pousse à devenir addict ? Est-ce qu'on est esclave du cerveau en fait ? Alors oui, évidemment, on est esclave d'un système qu'on appelle le système de récompense, et qui d'abord et avant tout, avant d'être à l'origine des addictions, est souvent à l'origine du plaisir. Ce système de récompense, lorsque vous allez passer à table, lorsque vous avez un moment plaisant, lorsque vous avez une relation charnelle, ou lorsque vous ressentez du plaisir à accomplir ou à consommer quelque chose, il s'éclaire. C'est le fameux système de récompense avec des zones anatomiques précises, l'aire tegmentale ventrale, le noyau cubain, le cortex préfrontal, le thalamus. Ce sont des zones dans le cerveau qui sont éclairées, animées par une production d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, mais qui est l'effecteur final. Alors, ce que vous venez de citer, tous ces comportements, toutes ces substances viennent à éclairer ce système de récompense. Le fait de le stimuler, le restimuler de manière systématique, avec d'autres éléments à côté, fait que le plaisir ne passera que par la consommation de ce produit. Et après le plaisir, le déplaisir s'installe parce que quand on arrête de consommer, on a un syndrome de manque. Et c'est à ce moment-là que la seule façon de se maintenir à flot, pour éviter finalement le malheur de la privation, c'est de maintenir sa consommation. Et cette consommation va être à l'origine de dégâts dans le corps, dans la vie de tous les jours, dans le cerveau. C'est ça, ce qu'on appelle la voie finale commune, le système de récompense, qui lui est un système qui explique le caractère transnosographique, ce qu'on dit, des maladies addictives. Et vous faites quelques pages sur, alors c'est étonnant, sur le sport. On peut être addict au sport, faire trop de sport et donc en venir à se blesser ? Alors, oui, absolument. Et continuer à pratiquer le sport malgré la blessure pour une raison toute simple, parce que l'activité sportive, pas toute, à un moment donné, vient stimuler ce fameux système. Voilà, vous savez que le plaisir du coureur de fond, même les coureurs occasionnels, quand ils finissent un footing, ils vous disent le meilleur moment, c'est quand je prends ma douche, je suis bien... Voilà, parce qu'on est sous l'effet de cette dopamine. Et certains, évidemment, avec d'autres critères, il ne faut pas être réducteur, on arrive à fonctionner sur une multiplication de cette expérience de sport intense et qui devient problématique pour eux. À l'arrêt, ils ne sont pas bien, ils sont déprimés, ils dorment mal. Et hélas, parfois, on l'a vu chez les sportifs de haut niveau, quand ils n'ont plus le corps qui leur permette de mettre à l'épreuve ce système de récompense et de le stimuler, ils ont recours aux produits à côté. Voilà. Vous en parlez dans ça, c'est important. Ouais. Bon, et puis grand sujet qui angoisse tous les parents et tous les adultes maintenant, évidemment les écrans. Oui. Les écrans. Moi, je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'effectivement on peut parler d'addiction aux écrans des enfants, dans la mesure où ils sont nés avec, parce qu'on pourrait dire que c'est un problème de génération. Moi, je ne suis pas né avec un écran. Mes enfants en ont. À quel moment c'est vraiment problématique ? Ça, c'est une vraie question philosophique, évidemment. Comme on peut dire que plus personne ne sait poser une règle de 3, stylo, papier, et comme plus personne ne va aller dans une bibliothèque sortir des gros bouquins poussiéreux pour connaître l'origine du monde, il suffit de taper sur ChatGPT ou je ne sais quoi. Pourquoi ne pas accepter le principe de céder à l'hyperpuissance, l'hyperprésence des écrans ? Le problème, c'est que ces écrans nous renvoient à la définition de l'addiction. Il y a des dommages qui sont installés. D'abord des dommages physiques, c'est le syndrome métabolique, la prise de poids, les difficultés, les problèmes visuels, notamment les écrans la nuit, la prise de poids, on l'a dit, mais aussi les difficultés de sommeil. On a et tout ce qui est interférence ou ce qu'on appelle la technoférence. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas une habitude qui s'installe et avec laquelle on évolue. En gros, si on ne fait rien, l'être humain est condamné à être malade de ces écrans. Alors c'est vraiment important de le rappeler, mais ces écrans nous ont changé notre vie. Ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années.
Et en une fraction de seconde, ils nous ont offert, ils nous ont facilité la vie, ils nous ont finalement mis en jachère d'une certaine manière, physique et intellectuelle. Et c'est ça qui pose problème. Et ce qui pose problème aussi, c'est qu'ils ont cassé le lien social chez les enfants. Qui n'a pas de conflit avec ses enfants? Il faut venir à table, il faut arrêter pour faire ses cours. En vacances, les parents, ça devient conflictuel. Il faut mettre des règles pour pouvoir aller sur la plage, se balader en montagne, discuter pendant le repas. C'est ça qui nous a poussé finalement, et qui est d'ailleurs pas moi, qui a poussé le président de la République à nous solliciter pour pouvoir travailler sur la question des écrans. Ce n'est pas l'écran lui-même, c'est les conséquences liées à cette consommation de cette technologie qui a tout écrasé sur son passage. Et le mot écran renvoie quand même à quelque chose d'étonnant. Comment peut-on être addict à un produit inanimé? Il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de substance. Il y a le contenu. Mmh. Les réseaux sociaux, avec les stratégies algorithmiques de réintégration et de ciblage précis de vos attentes. Ça, c'est important. Il y a le contenu aussi à caractère sexuel. Ça, c'est important. À caractère ludique, le jeu. Et tout ça a été construit avec les grands majors, avec une stratégie, avec une technologie extrêmement éprouvée pour pouvoir accrocher les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'on parle des jeunes, la belle affaire, mais les moins jeunes sont aussi concernés par ça. Et donc c'est là où, très clairement, c'est, comme dirait Freud, malaise dans la civilisation. Il est important de mettre un cadre, de raisonner et non pas de bannir cet outil pour pouvoir en faire un outil qui nous aide à avancer sans qu'il ne soit un outil qui nous enferme dans sa logique à lui. Oui, lors d'une conférence à laquelle j'avais assisté de vous, que vous donniez au Sénat sur justement ce rapport que vous rendiez au président Macron, vous disiez que vous aviez la certitude que les grands producteurs de contenu ou diffuseurs de contenu formatent le contenu de façon précise, de telle sorte que ça stimule les mécanismes bien de l'addiction. C'est fait pour rendre addict. Alors il y a quelques réseaux sociaux précisément, TikTok pour ne pas le citer, mais on va le dire, parce que voilà, il y a des procès. On met en place, et tout le monde les a copiés depuis, par exemple, des petites capsules extrêmement attrayantes, intéressantes, avec des thématiques qui nous plaisent. C'est le sport, le sexe, la beauté, les machins, et qui plaisent aux jeunes, et qui leur parlent sur un format court. Ça ressemble au shoot, un véritable shoot, avec un réengagement passif. Vous pouvez passer des heures sans vous rendre compte, en regardant ces vidéos. Ce n'est pas les seuls. Maintenant, Instagram s'y met, d'autres, voilà. Et pire encore, il y a même des process maintenant qui vous, c'est le principe du conditionnement opérant, et qui vous règlent, qui vous rémunèrent lorsque vous êtes resté longtemps sur le réseau. On ne peut pas faire mieux et plus explicite que ça. Alors à partir de quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter de sa consommation d'écran ou de la consommation d'un proche? Et est-ce qu'on peut en sortir? Vous avez des consultations ici pour des... Oui, on a des consultations ici, bien sûr. On s'inquiète lorsque la consommation de ces écrans écrase tout et vous retire de vos autres obligations. Ce n'est pas la consommation de l'écran qui pose problème, c'est la quantité et les dommages associés. On revient de manière systématique à la définition. D'accord. Mais ça se traite, ça se soigne? Ça se traite, voilà. De la même manière qu'on traite une addiction au produit, on désensibilise, on fait des alternatives à ce type de consommation. On peut aussi évaluer les comorbidités psychiatriques, voir s'il n'y a pas une dépression, trouble anxieux. Chez les jeunes, il faut toujours être vigilant sur les problématiques psychotiques. Tout ça se traite tout à fait de la même manière qu'on traite une addiction avec produit. Il y a un concept, et d'ailleurs qui est repris ici d'ailleurs. La même chose, on fait de la motivation, on fait un bilan, on évalue les comorbidités, on voit les dommages physiques et on traite. D'accord. Et alors de façon anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, vous faites un petit détour par un aliment absolument courant qui est le sucre. Alors c'est intéressant votre question parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce que le sucre était... Alors, c'est un débat entre spécialistes, mais moi je vois des gens qui, par exemple, quand ils arrêtent de boire, ils se mettent à prendre beaucoup de sucre, ils grossissent. Et puis surtout, je me fie aux expérimentations faites par mes collègues qui travaillent sur la physiologie et sur le modèle animal, où on voit le sucre qui a une capacité à venir éclairer le système de récompense qui parfois dépasse la cocaïne. Tout le monde connaît l'expérience du rat qui préfère prendre du sucre que de la cocaïne. Et puis on voit clairement des tendances très précises à hyperconsommer. Rassurons-nous, hein, il faut très peu d'addicts essentiels, existentiels au sucre. Mais le mécanisme, il est très
très parlant. Je ne serais pas étonné dans quelques années qu'on le classe parmi un produit addictif. En tout cas, nous, on le voit. Mais maintenant, la classification prendra du temps. Je peux vous assurer que le lobby du sucre se bat bien pour éviter que ça ne le soit. Bien sûr, parce que ça a des effets, des répercussions sur la santé qui Complètement. sont ce qu'on appelle maintenant les maladies de civilisation, l'obésité, Complètement. le diabète, problèmes cardiaques. Enfin, c'est- Tout, le sucre, c'est quand même... le sucre et le sel, ce sont deux produits avec un bilan, un palmarès absolument édifiant en matière de maladies. Parfait. Parfait, docteur. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci de votre invitation. Je vous rappelle, Addiction, un manuel de premier secours aux éditions Marabout. C'est un livre plein d'espoir et plein d'optimisme. On peut sortir d'une addiction. Lisez-le. Merci, docteur. Merci.